Écoute, je m'appelle Anaïs Gravier, j'ai 42 ans, je suis la responsable des ventes, Head of Sales chez Honeytrust depuis 2017. Ça fait un peu plus de 18 ans que je travaille dans le paiement et la sécurité. Je suis passée par des petites boîtes comme Orange Business Service ou Byster. Et j'ai eu une petite pause aussi parce que je suis musicienne par ailleurs et que je m'étais arrêtée pour faire de la musique. D'accord. Donc voilà, mais je suis quand même revenue à mes premières amours. Un côté Batman la nuit et un exactement, côté... tout à fait, c'est ça. Ok, très bien. Donc tu travailles aujourd'hui pour Honeytrust. Comment tu décrirais l'activité d'Honeytrust ? Honeytrust, en fait, donc c'est une petite structure d'une 50aine de personnes. On est une petite boîte dans une plus grosse boîte qui s'appelle Honeybank, qui est le leader du paiement fractionné, qui est dans une encore plus grosse boîte qui s'appelle BPCE, que je ne présenterai pas. Et nous, notre spécialité, c'est de faire de la sécurité, de la lutte contre la fraude, et donc de sécuriser tout type d'événements pour des marchands, pour des banques. Donc ça peut être des transactions, ça peut être de création de comptes, ça peut être des demandes de remboursement. Nous, notre expertise, c'est la data, le profilage digital. Donc c'est envoyez-moi un événement et on vous dira si c'est fiable ou pas. En termes de marché, ça représente quoi en fait la lutte contre la fraude ? On ne peut pas te donner de chiffres. Alors il faut savoir en plus que les marchands, ou en tout cas les consommateurs de services antifraude, sont assez frileux pour annoncer des chiffres, puisqu'évidemment on parle de leurs préjudices. Ce qu'on sait, c'est qu'on parle de milliards et milliards et milliards de préjudices de la fraude, toute fraude confondue. D'accord ? Il y a des tas d'observatoires. Le régulateur crée des instances dédiées pour observer ce qui se passe avec les moyens de paiement, etc., etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, pour répondre un peu à ta question, tout acteur, que ce soit un marchand, une banque, une administration qui a une activité à distance, peut avoir besoin de nous. Ça te donne une idée du marché potentiel. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des clients qui ne s'équipent pas d'outils de lutte antifraude ? D'abord, la fraude, c'est très variable selon le secteur d'activité. On ne va pas se mentir, un acteur qui vend des téléphones mobiles dernier cri va être probablement plus exposé à la fraude qu'un acteur qui va remplir ta cuve de fioul, par exemple. Bon, je pense à eux parce que typiquement, c'est le genre de personne qui n'a pas besoin de nous. Tu as, mais c'est très rare, certaines activités qui sont très très peu attaquées. Donc non seulement ils n'auront pas besoin de nous, ou alors ils vont développer des solutions maison, ou alors ils auront tellement peu d'attaques que le ROI en fait, d'avoir une solution n'est pas intéressant. Bon, c'est quand même une très petite minorité. Donc quasiment tous les acteurs peuvent être attaqués d'une façon ou d'une autre. Et en fait, ce qu'il y a à comprendre aussi dans l'histoire, c'est que les fraudeurs sont des professionnels. D'accord ? Les fraudeurs sont des professionnels, ils font bouger leur mode opératoire, ils flairent le bon plan, et surtout, ils vont varier leur cible. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit. Dès qu'on installe un système de sécurisation chez un marchand, par exemple, les fraudeurs le voient bien, ils s'en rendent bien compte, et vont aller se déporter chez un autre, ou si tout le secteur est protégé, ils vont chercher un autre secteur. Donc, c'est pas parce que une activité est aujourd'hui protégée que demain, elle ne sera pas attaquée. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, on va dire que des acteurs qui sont de fait, par la nature de leur activité, très peu attaquée, peut-être que la solution qui est fournie en standard avec leur processeur de paiement suffira. Tous et à des degrés divers et avec une expertise variable, mais ils ont tous en standard déjà un petit peu de règles. Et puis de toute façon, quand tu fais par exemple un paiement par carte sur Internet, on va interroger les serveurs d'autorisation. Rien que ça, c'est un premier niveau de vérification qui n'est pas la lutte contre la fraude telle que nous on l'a fait. Nous on ne s'appuie pas sur ce genre d'interrogation. Mais rien que ça, on va vérifier au moins si la carte n'a pas été volée, tout simplement. Enfin, si elle n'est pas en opposition. Du coup, la DSP2 a aidé aussi à standardiser finalement la lutte contre ce type de fraude. Ouais. On a compris que effectivement, il y a eu des conséquences ou en tout cas des impacts qui étaient inattendus, qui fait qu'il y a d'autres types de fraudes qui se sont développés. Plus ou moins inattendus. Alors effectivement, donc la DSP2, donc, qui est la nouvelle, de moins en moins nouvelle, qui est la dernière génération de réglementation en matière de paiement et notamment de la sécurité des paiements, et donc qui systématise l'utilisation du 3D Secure sur toutes les transactions. Donc c'est le fait qu'on vous demande de vous connecter à votre banque. Je dis ça pour les gens qui regardent et qui ne connaîtraient pas forcément. Donc c'est un niveau de sécurité supplémentaire, une authentification forte. Ça a eu plusieurs impacts.
Le premier, et probablement le moins marrant, c'est que pour beaucoup de marchands, c'est de la perte de conversion. Il y a plus de friction. Parce qu'il y a plus de friction. Alors, tu as plus de friction, tu as des gens qui ne sont pas enrôlés, mal enrôlés. Tu as quelqu'un qui va acheter avec la carte bancaire de son conjoint et pas de bol, en fait, c'est son numéro qui est enrôlé, donc il n'est pas là. Comment je fais ce genre de choses. Il y a mon téléphone n'a plus de batterie. Il y a moi qui perds en permanence mon téléphone. Mon Dieu, où est-il? Le temps que je le retrouve, il y a un time-out. Bref, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire que même sans être un fraudeur, le simple fait d'avoir une authentification forte peut mettre à mal la transaction. Donc, les marchands ont constaté ça, et assez rapidement, qu'ils avaient des pertes de conversion, et donc, assez rapidement, ils ont demandé aux régulateurs de mettre en place des systèmes d'exemption. Donc, aujourd'hui, quand on est un marchand, on peut faire une demande d'exemption du 3D Secure, mais c'est sous tout un tas de conditions. Il faut que ça soit une transaction inférieure à un certain montant, et il faut pouvoir justifier d'avoir un taux de fraude bien maîtrisé. Donc en gros, on dit au réseau, s'il te plaît, laisse-moi ne pas faire d'authentification forte. Et là, l'émetteur, en gros c'est le monde émetteur, qui va évaluer et dire, ok, ce marchand, je le connais, il maîtrise. Il a l'air sûr de lui, j'y vais. D'accord ? Donc ça, c'est la première conséquence, c'est qu'effectivement, d'un coup, il a fallu que les marchands se musclent et prennent un petit peu en main leur destin d'authentification, se musclent dans la connaissance de leurs transactions et négocient avec le monde émetteur pour savoir s'ils ont le droit de faire une exemption ou pas. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que les fraudeurs, comme je disais, sont des gens comme vous et moi, ils ont des factures à payer, et donc comme ça devient plus difficile de frauder sur la partie paiement, ils se déportent. Et ils se déportent sur d'autres endroits de la chaîne, et je pense notamment à la fraude au remboursement, qui est devenue le grand trend de fraude aujourd'hui. On voit les chiffres qui commencent à arriver des États-Unis. Le MRC en 2024 estime que la fraude au remboursement, c'est 48% des fraudes dans le e-commerce. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Presque la moitié. C'est colossal. C'est vraiment colossal. Et c'est d'autant plus colossal que c'était une fraude qui était inattendue dans le sens où les marchands eux-mêmes n'étaient pas prêts à ça. C'est des fraudes qui sont souvent pas détectées, qui sont sur des morceaux de la chaîne qui sont plutôt adressés chez le marchand par le service client. Donc ça ne rentre pas vraiment dans cette case fraude. Donc déjà, pour pouvoir commencer à la traiter, il faut la comptabiliser. Et on a encore beaucoup de marchands qui ne savent pas ou n'ont pas conscience qu'ils sont en train d'être attaqués. D'accord ? Ouais. Et on rajoute à ça que cette fraude-là, elle ressemble moins à de la fraude, elle ressemble moins à du vol. Quand tu achètes sur Internet avec un numéro de carte volée, il n'y a pas de doute, tu sais que tu es en train de voler et tu sais que c'est mal. Et donc tu ne le fais pas, si tu es honnête. La fraude au remboursement, c'est un peu plus choux. Et tu vas te retrouver avec des gens qui ont l'impression de abuser, faire un petit bon plan, etc. Et donc, on est en train d'étendre la gamme de la friendly fraud, ce qu'on appelle la friendly fraud, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui se retrouveront dans des positions de voleurs en n'ayant pas vraiment conscience que c'est à ce point un vol. Les fameux tricheurs. Les tricheurs, voilà, les abuseurs, on peut les appeler de plein de façons. Vu de nous, ce sont quand même des fraudeurs et en fait, c'est du vol. Et donc voilà. Et donc nous, on arrive sur ce marché. Ça fait déjà quelques temps qu'on avait misé. On se disait qu'il y avait quelque chose à faire. Et en fait, on a eu raison. Puisqu'on se rend compte que c'est un vrai problème chez les marchands et qu'ils ont besoin d'aide. Et nous, on est prêts. Alors déjà, spécifiquement sur la fraude au retour, déjà, je pense qu'il faut venir avec une vraie posture d'humilité. C'est une typologie de fraude qui est nouvelle. Nous, on a besoin des marchands pour nous aider à nous améliorer. On a eu le plaisir de construire un pilote avec une grande enseigne parisienne qui donne des résultats même au-delà de nos espérances. Et on est en train d'industrialiser. Mais au-delà de cette posture d'humilité, donc nous, chez Honeytrust, on a tout un tas d'outils techniques. On est très connus pour être performant en profilage digital avec notre solution Digital Review. On est très connu parce qu'on a une base mutualisée de 15 millions de profils en France et on a une expertise de plus de 20 ans dans la constitution de scores avec des règles métiers, etc., sur plus de 200 données. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour réaménager, réutiliser, recustomiser, mettre dans un ordre différent, des pondérations différentes, pour que ça soit adapté à l'événement retour et à la typologie de fraude au retour. Et c'est ce qu'on a fait donc, avec ce partenaire. Donc en fait, j'ai envie de dire, on utilise un peu les mêmes outils que pour n'importe quel autre événement qu'on traiterait, mais avec quelques variantes.
Donc en gros, ce qu'on va regarder, c'est 2 choses. Il y a le cas du fraudeur au retour qui est déjà un fraudeur. Donc si c'est déjà un fraudeur, qu'il a déjà commis un méfait sur un retour ou sur un paiement ou sur autre chose, ça sera mutualisé en base mutualisée chez nous, donc on le sait. Et on le sait transmarchand. Base mutualisée pour quelqu'un qui aurait déjà commis un méfait. Et puis quelqu'un qui a l'intention de commettre un méfait, mais nous, on ne le sait pas encore, on ne l'a pas vu passer par ailleurs. On va utiliser le profilage digital et notamment l'analyse de l'email et le téléphone. Le constat qu'on fait, c'est que quelqu'un qui a l'intention de frauder va avoir tendance à pipoter sur ses données de contact. J'en parle pas trop parce que je ne veux pas non plus donner des idées aux fraudeurs, mais en fait c'est ça quand même dont on parle. Donc les outils qu'on utilise habituellement pour détecter de la malveillance, en fait sur la fraude au retour, ça va pouvoir s'appliquer aussi. Qu'est-ce qu'on fait si on détecte une fraude ? Premièrement, donc quand on détecte une fraude, souvent, donc c'est notre équipe. Alors d'abord, c'est notre système automatisé qui va dire un truc qui ne va pas. Et donc, ça va tomber dans différentes couches chez nous pour observer de plus en plus finement. Et en bout du bout, c'est un vrai humain qui va regarder. Et effectivement, on a toute une équipe d'experts. Ils sont assez bluffants, hein, d'ailleurs. Eux, au moins, au premier coup d'œil, ils savent dire. Ils regardent la transaction. Oui. Moi, je ne vois rien. Eux, ils voient que c'est une fraude. Ils analysent les patterns, ils reconnaissent. C'est incroyable. Ils voient tout de suite. En plus, comme ils connaissent bien les réseaux, les modes opératoires, etc., ils disent ça, c'est une fraude. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? On voit cette transaction arriver. Déjà, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils vont appuyer sur le bouton, genre, pour informer le marchand qu'il ne faut pas livrer. Il faut arrêter la transaction au plus vite. Il faut arrêter la transaction au plus vite. On a, avec certains marchands... alors ça, on s'adapte selon les contraintes logistiques des marchands. On a certains marchands où ça va carrément envoyer une espèce d'alerte aux logisticiens pour suspendre la livraison du colis à temps. Parce que, malgré tout, voilà, tu sauves de la valeur, en fait, quand tu arrêtes la transaction. Ça, c'est le premier point. Après, une fois qu'on a fait ça, notre expert, lui, il va regarder encore un peu plus finement, selon qu'il soit, on va dire, à 200% sûr ou que à 95% sûr, il peut être amené à essayer de rentrer en contact avec la personne, quand même, pour vérifier, etc. Par contre, une fois qu'il est absolument sûr que c'est une fraude et il n'y a plus aucun doute pour lui, il va le mettre... en gros, on va le flaguer dans notre base mutualisée. Tout ça, bien sûr, déclaré et autorisé par la CNIL. Il y a une finalité de lutte anti-fraude derrière. Il va être flagué comme incident. D'accord ? Ce qui veut dire... Donc, il a une espèce de petit truc. Quand on est en incident, ça va être gardé 24 mois. Ça, c'est la réglementation sur laquelle on s'est mis d'accord. Et donc, ça veut dire effectivement que cette personne-là, ou en tout cas les données associées à cette personne-là, c'est l'identité, mais ça peut être l'IP, ça peut être l'adresse de livraison, ça peut être... Tu vois, c'est pas forcément la personne, d'ailleurs. Oui, c'est l'identité digitale, le footprint digital. Quoi. Exactement. N'importe quel élément de la transaction, si on le voit arriver d'un autre marchand qui travaille avec nous, tout de suite, ça va être un no-go. Ça, c'est évident. Si on part par là, il faudrait que tous les marchands travaillent avec vous, finalement. Enfin, mais qu'ils viennent, mais bien sûr. Non, mais globalement, vous êtes plusieurs acteurs dans la lutte contre la fraude. Est-ce qu'il n'y a pas eu une... Alors, peut-être qu'il y a déjà eu ça, mais là, en t'entendant parler, finalement, ça semble être assez évident qu'il doit y avoir un consortium qui devrait se mettre en place. Oui, mais c'est le cas. Alors, c'est le cas dans une certaine mesure, mais tu as raison. Pour le moment, les consortiums de mutualisation de données à des fins de lutte antifraude ne sont qu'à l'initiative d'acteurs privés. On pourrait imaginer pourquoi est-ce que les États ne le feraient pas. Alors, ça pose tout un tas de questions quand même d'ordre éthique. Ça fait partie des choses qu'on peut envisager. Je sais que, par exemple, dans le monde bancaire ou dans le monde assurantiel, les acteurs ont envie de partager de la donnée et qu'ils sont bloqués par le régulateur. Il y a des histoires de secrets bancaires, etc., qui font qu'on ne peut pas partager la donnée. Et pourtant, ils sont très demandeurs. Parce que là, on parle d'une fraude sur un téléphone haut de gamme à quelques centaines d'euros. Bon, les banquiers qui se prennent des belles fraudes sur des prêts immobiliers, c'est pas les mêmes montants de préjudice dont on parle. Oui. Donc eux, ils auraient très très envie qu'on puisse mutualiser la donnée. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on pousse. On en parle dans les instances dans lesquelles on est, etc. Ça prendra le temps que ça prendra, mais oui, ça aurait du sens. Après, on va pas se plaindre, nous, puisqu'on a la plus grosse base mutualisée française. Et, bien sûr. on est ravis d'avoir cette avance. Et je te confirme, tous les marchands devraient travailler avec nous. C'est tout à fait ça. J'aime bien cette idée. Il y a plein d'enjeux autour de la tech dans notre métier. Il y a un enjeu d'abord de robustesse. Alors moi, je ne suis pas technicienne, donc je ne sais pas si c'est les bons mots que j'utilise, mais de robustesse dans le sens où on peut être amené à recevoir un grand nombre de transactions à traiter.
Il peut y avoir des peak season, il peut y avoir des soldes, il peut y avoir Black Friday, une promo chez un immense marchand, etc., etc. Donc, rien que ça, on a un vrai problème. Enfin, un problème. Ça n'est plus un problème, justement, mais on a un enjeu autour d'une infra qui tienne la route pour accueillir, être sizeable au bon moment. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième point, c'est la question de l'innovation. On doit avoir les dernières technologies, le dernier device fingerprint, les moteurs qui fonctionnent bien, etc. Il y a tout un tas de briques techniques derrière qu'on doit pouvoir faire évoluer, qu'on doit pouvoir intégrer facilement quand c'est le cas, etc. Troisième point, il faut que nos solutions soient facilement intégrables par nos partenaires. Il n'est pas question de leur fournir une solution qui mette 2 ans à intégrer, évidemment, ça serait invendable. Donc pour nous, il y a un vrai enjeu à rendre nos API hyper friendly, pour un intégrateur naturellement. Ça, c'était le troisième point. La difficulté d'intégration, alors moi je le vois pour, par exemple, les derniers appels d'offres auxquels j'ai répondu ces 2 dernières années, la partie tech, c'est une partie très importante. Ça va de la sécurité des plateformes à la taille du tuyau, combien vous pouvez encaisser, est-ce que c'est scalable, les tests d'intrusion, etc. Enfin, tout l'aspect tech, au-delà de la partie métier et expertise, pèse pour une part non négligeable dans la décision. Donc oui, c'est essentiel. D'accord. Donc, c'est d'autant plus... Enfin, c'est essentiel. C'est d'autant plus essentiel que nos concurrents, aujourd'hui sur ce secteur, c'est beaucoup des anglo-saxons qui clairement ont des moyens et des moyens dans la tech qui sont conséquents. Donc oui, on a besoin d'être up-to-date, si je puis dire. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que c'est un peu le gros du boulot qui a été réalisé ces dernières années aussi. C'était de rendre aussi nos plateformes plus résilientes, de passer sur le cloud, etc., et de bénéficier en fait de toutes les avancées technologiques parce qu'aujourd'hui, le marché nous le demande, en fait, clairement. De ta fenêtre, quels sont les éléments qui t'ont justement permis de pouvoir passer ce cap-là? Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, effectivement, il y a quelque chose de très confortable pour moi aujourd'hui. Alors moi, je fais partie de cette espèce de commerciaux qui détestent mentir. Alors, déjà, moi, je peux pas mentir. Quand un client me demande si c'est facilement scalable, etc., je suis assez contente aujourd'hui de pouvoir dire, sans me sentir mal, aucun problème. Aucun problème. Moi, je suis très sereine aujourd'hui. Je me dis, si demain, on accueille un énorme marchand, je sais que ça pourra être scalable dans des conditions maîtrisées, maîtrisables. Je veux pas dire de sottises, hein, c'est pas mon domaine, mais voilà, j'imagine qu'il faut racheter des machines, enfin on va augmenter la taille du tuyau, quoi, un peu de choses près. Bon. Voilà, bon. Ça résume aussi. mais bon, moi je suis sereine par rapport à ça. Pour répondre à ta question qui est, à ton avis, qu'est-ce qui a rendu ça possible ? En fait, je crois que vous avez passé un petit peu de temps avec Guillaume un peu plus tôt. C'est lui et tout ce qu'il a apporté, ses équipes. Je sais que vous aussi, vous y avez contribué. Je sais qu'il y a eu un énorme boulot de fait ces 2 dernières années sur, comment est-ce qu'on se met dans les conditions pour demain s'adapter à des variations de volume, etc. Et que ça fait partie de la refonte, en quelque sorte, infra et aussi solution qui a été menée. Est-ce que du coup, tu peux dénoter quand même une amélioration de la satisfaction client ? Alors oui. Au fil oui, je peux, mais après, en toute franchise, je ne pense pas que ce soit lié à la tech. Je veux dire la vérité. Ouais. Je pense que on a clairement... Alors, chez Honnêtrust, on a toujours été connus pour être très proches de nos clients. Ça fait partie de nos valeurs, de nos modes de fonctionnement. Oui. On a toujours eu une proximité assez importante avec nos clients. On est une petite boîte, on en profite, ça fait partie de nos avantages. Mais c'est vrai que cette année, on a mis le paquet pour créer encore plus de liens. D'accord ? Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a introduit quelque chose, et là c'est plus lié à la tech, qui n'existait pas vraiment avant, c'est que dans nos comités de pilotage, on a ajouté un onglet roadmap, où d'un coup on partage avec notre client, mais parce qu'on a la visibilité et parce que c'est mieux planifié chez nous, c'est ça, c'est parce que c'est mieux planifié qu'on peut en parler,
on leur partage les éléments importants de roadmap qui vont les impacter, bien sûr. Ils ont choisi un partenaire qui ne se repose pas sur ses lauriers et qui évolue, qui tient compte aussi de ce qui est dit. Ouais. Je pense que pour le partenaire qui nous a cassé les pieds pour qu'on ait le SSO, le jour où on lui a dit on l'a, il s'est dit ah bah ils m'ont écouté. Bon bah voilà, ça montre aussi qu'on fait ce qu'on avait dit, quoi. Ne serait-ce que par l'activité qu'on mène. Pour te dire, hein, le quotidien, il y a un expert chez nous qui vient de voir une transaction qui est louche. Il faut l'arrêter tout de suite. C'est pas au prochain comité de pilotage, c'est maintenant. Donc il se passe quoi? Il va écrire à notre client. Et il écrit pas au grand patron, il écrit à un opérationnel. Ils se connaissent, ils se tutoient, ils se font confiance. Donc elle est là, en fait. L'essence même de la relation qu'on a avec nos partenaires, c'est ça. C'est des équipes d'experts qui se parlent entre eux, qui collaborent. Et c'est de la vraie collaboration. Et moi, je trouve que dans les autres strates de la relation, on doit s'inspirer de cette collaboration hyper métier. Parce que c'est ça, en fait, notre métier. C'est arrêter les fraudeurs. Et il faut que nos clients comprennent pourquoi ils nous payent une facture à nous, qu'ils soient heureux de le faire, qu'ils se disent « Honeytrust m'a vraiment aidé, m'a vraiment protégé sur mon chiffre d'affaires ». Donc, oui, chez nous, quand on parle de partenariat, c'est pas un vain mot. C'est un vrai partenariat. De la même façon, quand on a des partenaires qui nous aident à monter des nouvelles solutions, à réfléchir ensemble à des nouvelles typologies de fraude, en fait, on est un peu tous dans le même bateau. Et nous, on arrive avec peut-être un petit peu plus d'expertise, et puis, enfin, même sûrement, et avec des briques technologiques. Mais eux aussi, surtout qu'ils sont experts. Nos clients, ils sont hyper experts en fraude. Donc, on n'a aucune raison de se comporter comme un simple fournisseur. On bosse ensemble pour protéger leur chiffre d'affaires. Si vous êtes un marchand, nous, notre métier, c'est de sécuriser tout événement. Ça peut être la création d'un compte dans une banque, mais ça peut aussi être la création de ton compte client chez un marchand, par exemple. On va, à ce niveau-là, on y est. Au moment du paiement, c'est un moment extrêmement sensible. Il y a beaucoup de fraude au paiement. Nous aussi, on est là. On va pouvoir vous dire, en quelques centaines de millisecondes, si c'est une fraude ou pas. Les machines ne sont que des machines et elles ont des limites. Donc, quand on touche à leurs limites, nous, on a des humains qui vont pouvoir regarder plus finement certaines transactions un petit peu douteuses et se positionner. Et donc, encore une fois, protéger le chiffre d'affaires et vous dire s'il faut délivrer le bien ou pas. Dans les systèmes de lutte antifraude, que ce soit les nôtres ou ceux de nos confrères, il y a ce qu'on appelle des faux positifs. C'est des gens honnêtes qui, pour tout un tas de raisons, vont être tagués, leur transaction va être refusée, arrêtée, etc. Bon, bah, nous, on a des solutions automatisées pour redresser une partie de ces faux positifs. Pareil, pour protéger votre chiffre d'affaires et puis pour éviter de fâcher vos clients. Et puis, dernière brique où on va pouvoir intervenir, bah, c'est tout ce qui concerne le remboursement. La fraude au remboursement, on sait c'est la nouvelle typologie de fraude. Donc, pareil, vous nous interrogez au moment d'une demande de remboursement, on va pouvoir vous dire en quelques secondes, donc via une API qui renvoie une réponse, et si ça a l'air tout à fait conforme ou s'il y a un doute. Et là, après, on avise. Et chez les banques, on a un peu, et d'ailleurs les assureurs également, on a un peu le parallèle qui se crée, c'est-à-dire qu'on va sécuriser la création du compte, on va pouvoir sécuriser un certain nombre d'événements, par exemple le changement de coordonnées en ligne. Vous avez tous entendu parler à la télé des fameuses fraudes aux conseillers bancaires, ce genre de choses. On voit bien que ce qui se passe dans votre espace personnel sur une banque, c'est très sensible. Donc là, pareil, dès qu'il y a une modification, ça vaut peut-être le coup d'interroger un tiers. Par exemple, nous, il y a aussi d'autres personnes qui le font, pour voir si tout est normal. Dans le monde de l'assurance, on a énormément de fraude au sinistre. Aujourd'hui, les assureurs promettent de rembourser très vite et sur simple envoi d'une photo. Super. C'est super pour nous. C'est super pour nous, les gens honnêtes, en fait. Mais c'est super pour les fraudeurs aussi. Donc ça commence à coûter très cher aux assureurs. Comment ils peuvent se protéger ? Avec l'IA, il n'y a rien de plus simple que de se générer une photo de ta voiture qui a eu un accident. Donc comment on se protège ? Les moyens de contrôle usuels ne suffisent plus. Nous, ce qu'on propose, c'est d'autres moyens de contrôle. C'est des moyens de contrôle qui soient le plus invisibles possible. Parce qu'un moyen de contrôle invisible, c'est un moyen de contrôle qui n'est pas étudiable et contournable par le fraudeur. Donc c'est hyper fort. Et un moyen de contrôle avec autant que possible des données déjà disponibles
déjà confiés par l'acheteur pour éviter d'embêter les clients honnêtes et pour pas perdre de temps et protéger le chiffre d'affaires. Petit moment promo, alors j'ai pas d'action chez France 2, mais il y a eu un excellent envoyé spécial sur le sujet il y a quelques mois. La fraude aux conseillers, d'ailleurs il faut faire de la pédagogie par rapport à ça. Ça peut être typiquement, vous recevez un coup de fil sur votre téléphone mobile, parfois même avec le numéro de votre banque, alors c'est complètement fou. Et au bout du fil, il y a quelqu'un qui vous dit « Bonjour, je suis Monsieur Dupont ». Et en fait, Monsieur Dupont, c'est vraiment votre conseiller bancaire. Je suis Monsieur Dupont du CIC, etc. Ou je suis Monsieur Intel du service fraude du CIC. On détecte qu'il y a quelque chose d'anormal. Et donc, il y a une tentative de fraude. Donc, je vais vous demander de vous connecter à votre espace pour voir si, par exemple. Et puis, je vais faire un test tout de suite. Et puis, je vais vous demander de valider tel truc ou de me donner tel code. Et donc, en fait, les fraudeurs vont utiliser, c'est quand même assez fort, vont utiliser, parce qu'ils ont des moyens technologiques qui permettent, et parce qu'ils font énormément d'ingénierie sociale, vont se faire passer pour votre banquier pour vous amener à valider, alors soit à changer des données, soit à valider des données pour leur compte, évidemment. Et donc là, ils contournent finalement toute la protection qui avait été mise en place par la DSP2 avec l'authentification forte. Là, c'est terrible. Là, c'est terrible parce qu'effectivement, c'est un des moyens de contourner la DSP2. La plupart des outils qui existent ne vont pas fonctionner parce que ça se passe bien sur l'ordinateur de la personne. C'est bien la personne qui est en train de le faire. Donc, c'est un vrai truc d'ingénierie sociale. Et là, il y a très peu de choses sur lesquelles on peut se baser pour détecter. Par contre, de la pédagogie. Oui, il faut sensibiliser la population. Sensibiliser. Moi, vous savez, ça fait toujours rire mon banquier, mais quand mon banquier m'appelle, je le rappelle. Attends, je te rappelle. Non, mais c'est ça, mais en plus, à chaque fois, ça le fait rire. Il se dit, mais elle est complètement folle. Je dis, non, mais je vais vous rappeler. Je suis désolée, j'ai pas confiance en fait. Je suis désolée, regardez sur mon LinkedIn ce que je fais dans la vie, je peux pas. C'est pas possible, tout le monde va se foutre de moi.